Bonjour à tous, c'est Franck et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui parce que justement ce projet ça fait un certain temps que je l'ai en tête et ça me tient vraiment à cœur justement cette fois-ci parce que j'ai déjà fait quelques essais plus au niveau écrit qu'au niveau vidéo. Ça me tient vraiment à cœur cette fois-ci d'aller vraiment au bout de mon idée, quitte à ce que ça rejoigne pas beaucoup de gens, quitte à ce que j'ai pas beaucoup de suivi, quitte à ce que voilà, il n'y ait pas de YouTube monnaie comme on dit, comme j'ai déjà entendu dire, hein. Mais au moins voilà, aller au bout du projet, s'amuser et donc je suis vraiment content d'être ici. Oui, je sais, je n'ai pas un énorme sourire sur mes lèvres, parce que là je pense que je fais homme très austère, mais malheureusement je ne préfère pas vous le montrer trop souvent parce que mon sourire est assez horrible. Autant que sourire sans les dents ça va, mais quand je commence à sortir, hein, bon, je ne montrerai pas ici, mais c'est assez horrible. Donc je préfère être plus cool, plus relax, plus rigoler que sourire, parce que j'ai pas envie que vous vous mettiez à rire pour rien, et donc que mes vidéos se transforment en grand foutoir, en grand... comment dire, grande foire de cirque, alors que malheureusement je préférais qu'on parle de choses concrètes, même des fois de choses marrantes, mais voilà, qu'on rigole sur les choses que je dis plutôt que sur ce que je suis en train de faire. Le premier match des finales NBA, opposant les Cleveland Cavaliers de LeBron James face aux Golden State Warriors de Stephen Curry, MVP de cette saison 2014-2015. Donc, ce match a été, en tout cas j'ai ressenti comme ça, un match qui s'est joué sur un tempo assez rapide, sachant qu'il y a eu beaucoup de gens en transition, beaucoup de tirs pris en transition. Pour la petite salle de chaque côté, il y a environ un tiers des tirs qui ont été pris à 3 points, c'est-à-dire que soit ça a été du bombardement d'un côté, par exemple, plus pour Cleveland sur l'isolation, et le côté pour Golden State, comme assez régulièrement cette saison, du bombardement à derrière la ligne à 3 points sur les jeux en transition, notamment Steph Curry et Klay Thompson. Et donc au niveau des styles de jeu, comme je viens de le dire, Golden State a continué à pratiquer le style de jeu qu'il a pratiqué, on va dire, tout au long de cette saison, donc quand même un assez bon mouvement du ballon, des joueurs qui avaient vraiment l'envie de faire vivre la balle, de la partager, de la passer. Ce qui fait donc par exemple que Stephen Curry, MVP en titre, n'a marqué qu'une vingtaine de points, alors qu'en face, LeBron James a marqué 44 points, notamment sur beaucoup de jeux en isolation de haut panier. Mais du côté Cleveland, nous pourrons dire aussi que Kyrie Irving et J.R. Smith ont quand même bien profité du système. Ce qui fait qu'en fait, ces trois joueurs ont marqué des points. Et encore, J.R. Smith n'a pas marqué beaucoup parce qu'il a raté pas mal de paniers. Au final, même Timofey Mozgov, leur pivot, a marqué pas mal de points, notamment sur des récupérations de ballon et sur des lancers francs. Mais voilà, le jeu était assez pauvre au côté Cleveland et il y a eu vraiment beaucoup d'isolation. C'était pas forcément très esthétique à voir, mais bon, à voir le résultat, que je vais vous dire tout de suite, c'est vraiment, disons, une solution qui a failli marcher sur un match. Donc, le score du match a été de 108 pour Golden State à 100 pour Cleveland, sachant que ce match a été en prolongation. Alors, cette vidéo sera découpée en trois parties. Une première partie où nous verrons sous différents aspects, excusez-moi, pourquoi Golden State a réussi à s'imposer face à Cleveland. Une seconde partie où justement nous verrons les quelques points sur lesquels Cleveland a failli et qui les a empêchés au final de s'imposer. Et une troisième partie qui sera réservée à toute une série d'adaptements possibles, que ce soit du côté de Cleveland ou de Golden State, pour le match 2, tout ce qui sera du côté technique, du côté stratégique. Donc ça, on en parlera en toute fin de vidéo. Donc, première partie de cette vidéo consacrée justement à pourquoi Golden State a réussi à s'imposer lors de ce premier match des finales. Et tout d'abord, Golden State a fait vraiment preuve d'une belle capacité à s'adapter pendant ce match, parce qu'après un premier quart-temps assez médiocre, justement, où ils ont égalé leur plus mauvais record de passes décisives sur le carton, donc ils ont fait que 2 passes décisives sur les tirs, ce qui pour Golden State est vraiment un résultat très faible, sachant que beaucoup de tirs d'habitude sont assistés côté Golden State. Et après un premier quart-temps justement qui a été assez médiocre, Golden State a vraiment réussi à retrouver son jeu, à remettre en place ses principes collectifs. On a donc vu après beaucoup de mouvements de ballon, de belles passes transversales, de belles extra passes pour des shoots. Les joueurs ont vraiment montré une capacité et une volonté à ne pas, disons, se la jouer perso, à vouloir y aller tout seul. Et c'est donc grâce à cela que Golden State s'est permis justement d'avoir une bonne marge face à la victoire, une bonne marge, même une belle propension à gagner, du fait vraiment de cet esprit d'équipe qui était très présent. Seconde raison, Golden State a vraiment pu compter sur un banc performant et dynamique pendant tout ce match. Déjà, pour commencer, le coach Steve Kerr a réussi, je dirais l'exploit parce que ce n'est pas tous les jours en finale NBA que cela arrive, a réussi l'exploit de pouvoir utiliser 10 joueurs pendant le match. En saison régulière, des fois ça peut être 12, 13, mais en playoff, c'est souvent des rotations resserrées à 7, 8, 9 joueurs maximum. Et là, le fait d'avoir pu impliquer autant de joueurs, ça montre vraiment que le banc a été décisif et efficace pendant ce match. Notamment sous l'impulsion
en premier lieu d'André Iguodala, qui après son entrée dans le premier quart-temps a scoré à cheval sur la première période et la deuxième période 8 points pour permettre à Golden State de revenir dans le match et histoire de se lancer définitivement pour vraiment coller à Cleveland pendant tout le match. Et puis ensuite, l'arrivée d'un revenant, Maurice Pates, qui lui était absent depuis quasiment un mois à cause d'une blessure, et qui dans ce match a vraiment été tout de suite agressif vers le panier, qui a eu un apport offensif indéniable, que ce soit au début au niveau des points, et puis surtout à un moment une passe décisive magnifique dans le corner pour, que je dis pas de bêtises, non, pour Harrison Barnes pour un 3 points. C'était vraiment une action superbe. Vraiment, ça montre vraiment l'esprit d'équipe de Golden State. Le refus d'un shoot pour aller chercher une extra passe pour un tir à 3 points. C'était vraiment une action magnifique et ça résume vraiment le match de Golden State. Et vraiment, ce banc a été vraiment très performant comparé à celui de Cleveland. Si on reprend les statistiques brutes, donc je reprends ma petite fiche, le banc de Golden State a marqué 34 points dans le match. Si on fait un petit calcul, cela fait 31,5% des points marqués par Golden State. C'est donc un très bon ratio qui montre que le banc a été dans le match efficace et a vraiment réussi à suppléer les starters, le 5 de départ. Alors qu'en face, Cleveland, 9 points marqués par le banc. Et donc, comme il y a eu 100 points, 9 divisé par 100, ça fait 9% des points. Hein, et ces 9 points ont été marqués par J.R. Smith. So what, so what. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, voilà. Donc, ça veut dire sincèrement que il n'y a eu seulement que 6 joueurs qui ont marqué côté Cleveland. Et ça fait vraiment défaut, surtout que on vient de l'apprendre il y a environ 2 heures de cela. Il est 2h17 du matin au moment où je fais cette vidéo. Kyrie Irving est blessé pour le reste des playoffs. Sachant que Kyrie Irving a fait un superbe match à la main. Il a vraiment bien profité des isolations. Nous verrons ça plus tard si c'était bien ou pas le fait d'isoler beaucoup. Mais il a vraiment bien profité des isolations pour marquer pas mal de points. Et en plus a permis d'apporter à LeBron James quand même un soutien. Malgré qu'il n'en ait pas eu beaucoup, on va pas se mentir. Mais au moins Kyrie Irving était présent sur ce match. Et là le fait qu'il soit blessé ça réduit vraiment les solutions. Il faudra vraiment que le reste du banc montre qu'il a envie de jouer et sorte les crocs, sorte la hargne qu'ils ont d'eux. Je sais pas où elle est cachée, mais bon. Espérer surtout que vraiment qu'ils aient la hargne pour apporter encore plus à LeBron James. Ensuite, troisième raison, justement, Golden State aura réussi à livrer une bonne performance pendant la cinquième période, devrons dire ici, qui était la prolongation. Golden State a réussi à marquer, si je ne dis pas de bêtises, 10 points en cette prolongation, alors que Cleveland n'en a marqué que 2 à quelques secondes de la fin grâce à un layup de LeBron James totalement laissé ouvert de manière à ne pas, disons, faire de bêtises à la fin d'un match et donc laisser marquer un panier pour pouvoir garder le ballon sur les 24 dernières secondes. Et vraiment, c'est là où Golden State a été très fort, que ce soit mentalement et dans le jeu, c'est que justement, avec une équipe de Cleveland qui était, quand même, on le voyait, sur ses réserves, parce que David Blatt ayant choisi de faire jouer seulement 7-8 joueurs dans le match, Golden State a continué à jouer son jeu, à faire tourner le ballon, à accélérer le jeu, ce qui a quand même mené à des situations sur des balles perdues et sur des tirs pris assez rapidement. Mais justement, c'est peut-être là où on voit l'importance du banc. C'est à ce moment-là où on voit l'importance du banc parce que les joueurs sont beaucoup moins cramés du côté de Golden State que du côté de Cleveland. Par exemple, mauvaise nouvelle pour lui, j'ai annoncé juste avant, Kyrie Irving s'est blessé pendant cette prolongation. Donc Matthew Della Delova, excuse-moi, Mr. Aussie, from Australia. Laisse-moi pour ton prénom, il est un peu compliqué. Donc Matthew Della Delova a dû rentrer alors qu'il avait vraiment joué très peu de minutes dans ce match et n'a pas pu apporter sur les 2 dernières minutes. Et Cleveland a donc continué à prendre l'eau jusqu'à ce panier de LeBron James dans enfin marquer la fin d'une souffrance sur cette prolongation. Et Golden State a vraiment continué à montrer cette agressivité, cette envie de bataille. Notamment, justement, encore une fois, André Iguodala qui a vraiment fait une défense superbe sur lui, que ce soit pendant la prolongation ou même avant, pendant tout le match. Et vraiment, Iguodala, ça ne serait que moi, il serait dans le 5 de départ. Et même depuis toute l'année. Harrison Barnes, il est excellent, il est super, vraiment. Ce joueur-là aussi, je l'adore, mais sincèrement, j'ai vraiment une petite préférence pour Iguodala. Malgré que Iguodala, je l'aime pas parce qu'il met pas ses lancers, lui. Mais bon, sincèrement, il a un gros apport en défense, il a un shoot à 3 points, tout comme Harrison Barnes. Vraiment, les joueurs sont équivalents. Et c'est vraiment une bonne chose que Iguodala ait mis son ego de côté. Et tout simplement que c'était sortir du banc. Et là, je pense qu'il peut au moins être content de lui, c'est qu'il est en finale NBA et qu'il est vraiment bien parti pour aller gagner enfin une bague NBA. Parce que c'est pas vraiment à l'époque avec Philadelphia qu'il avait une grande chance de gagner une bague. Enfin, même si ce soir il n'a pas marqué 40 points, 50 points, il n'a pas marqué 14 à 3 points, ce qui n'a pas jamais existé, mais bon voilà, j'exagère un petit peu, Stephen Curry ce soir a été égal à lui-même. Tout simplement, je l'ai trouvé très bon pendant le match.
Sa sélection de shoot n'a pas tout le temps été très bonne. Par exemple, dans le premier quart-temps, sa sélection de tir n'était pas des plus judicieuses. Il prenait comme souvent des tirs, notamment extérieurs, forcés, après quelques séries de dribbles. Bon voilà, au début du match n'a pas forcément été très bon. Mais ensuite, il s'est vraiment adapté. Et quand il a vraiment fallu un coup de pouce, vraiment un coup de turbo, il était présent. Il a mis de gros shoots, notamment un shoot à 44 secondes de la fin pour égaliser. Et non, excuse-moi, c'était pas pour égaliser, c'était pour passer devant, justement, avant les deux lancers francs de Mozgov. Après, et il a aussi réussi à distribuer le jeu quand il avait besoin. Du pas décisif, c'est peut-être pas, entre guillemets, un énorme total pour un meneur de jeu, c'est un total aujourd'hui qui est très correct. Mais voilà, il a réussi à faire de belles passes décisives au bon moment qui ont permis des paniers faciles. Et vraiment, c'est aussi grâce à lui que le momentum a pu. Le momentum, excuse-moi. Devrais-je dire plutôt vraiment que Golden State a pu s'approprier le match. Donc prendre le momentum, justement, c'est vraiment s'approprier le match, avoir, on va dire, l'avantage psychologique et avoir un ascendant sur Cleveland sur ce point-là. Et Curry a vraiment été à certains moments le déclencheur de ce momentum. Attention tout de même du côté de Golden State à leur gestion du match, qui n'a pas tout le temps été très bonne. Donc à certains moments, comme j'expliquais avant, ils ont réussi à prendre le momentum sur Cleveland. Et derrière, ont souvent gaspillé des ballons, ont perdu des ballons, pris des shoots rapides. Alors que il aurait peut-être fallu tout simplement calmer un peu le jeu, marquer un ou deux paniers de plus, qui aurait encore plus enfoncé Cleveland au niveau du mental. Et là, vraiment, je pense que le match aurait pu tourner autrement. La prolongation n'aurait pas eu lieu. Et voilà. Là, ça se voyait qu'il y a des moments où Golden State prenait l'avantage. Et tout d'un coup, pouf, pouf, balle perdue, tir raté. Et là, c'est un peu dommage. Mais en même temps, je vais pas commencer à dire que voilà, je vais pas me mettre en mode ouais, je suis le coach, je m'appelle David Blatt, alors LeBron, tu fais la passe. Non, coach, je fais pas la passe, j'ai tiré. Voilà, je vais pas mettre dans la peau d'un coach NBA, je le suis pas absolument pas, je suis juste là pour apporter mon avis sur ce que j'ai vu. Donc voilà, selon moi, Golden State aurait vraiment pu gagner ce match plus rapidement, donc, en regulation, en temps réglementaire, en s'appliquant plus sur ces moments-là, avec une meilleure gestion vraiment de ces moments clés. Mais après, ça ne leur retire aucun crédit vraiment de cette victoire. Elle est méritée, absolument. Et maintenant, il faudra ce second match, s'ils pourront confirmer comment dire, ce bon état de forme. Voilà. Et maintenant, deuxième partie de la vidéo, consacrée à pourquoi Cleveland a-t-il perdu ce match. Première raison de cette défaite, selon moi, c'est le fait que LeBron James n'ait pas été assez entouré. Lui a essayé de faire son match, marqué 44 points à 18 sur 38. Mais derrière son supporting cast, donc tous les joueurs qui étaient autour de lui, restaient vraiment pas très, comment dire, pas très productif. Hein. Oui, c'est vrai que Kyrie Irving a marqué 23 points, bon, sur le même système que James, beaucoup d'isolation, beaucoup dans la contre 1 et de tirs, d'ailleurs pas toujours très ouverts. Il y a eu 16 points de Mozgov aussi, leur pivot, qui a ramassé pas mal de ballons et qui, au moment où il a joué en bas, a été quand même assez efficace. Bon, après, il n'a pas réussi toujours à bien finir ses actions, mais les fois où il a été agressif vers le panier, qu'il a coupé au panier vers le ballon et qu'il a reçu les passes, soit il allait dunker et c'était imparable, soit il allait finir et c'était vraiment avant pourcentage. Donc Mozgov a vraiment fait un bon match. Après, sincèrement, c'est difficile de juger parce que par exemple, Tristan Thompson qui marque 2 points, c'est comme d'habitude, il prend, si je ne pas de bêtises, je vais revoir ma fiche. Tristan Thompson, il prend 15 rebonds. Il prend 15 rebonds dans le match. Donc, disons qu'il a apporté le niveau des rebonds. Après, le côté offensif, c'est pas forcément toujours ce qu'on lui demande. Donc là-dessus, on peut l'excuser. Mais après, un J.R. Smith, par exemple, à 9 points, à 3 sur 12, je suis désolé, hein, mais pour jouer en finale, il va falloir peut-être élever un peu plus son niveau de jeu. Je sais que c'est pas facile. Et d'ailleurs, je me mets pas du tout dans leur peau, mais bon, je sais que la pression doit être énorme, mais quand même, pour un mec qui se dit préférer les tirs contestés à des tirs ouverts, je pense que c'est maintenant qu'il faut le prouver. Après, il y a aussi le Kachum Pert qui lui, par contre, donc c'est plus complexe. Pareil que je dis pas de bêtises. Schumpert, il termine à 2 sur 6, donc 2 sur 4 à 3 points. Donc, niveau tir extérieur, il n'y a pas de souci. Il a eu des tirs ouverts, donc 2 sur 4, c'est un résultat totalement correct. Mais après, je pense qu'il est peut-être pas assez opportuniste sur l'attaque. Sincèrement, LeBron a eu beaucoup de ballons. Donc ça va. Heureusement, c'est lui la star. Il prend les shoots, il a la balle un maximum. Mais après, je pense que Schumpert devrait bénéficier de plus de positions en attaque. Parce que c'est quand même un joueur qui est athlétique, qui a des capacités de finition, qui a un tir extérieur. Donc je pense que tel un J.R. Smith, il devrait vraiment avoir plus d'impact. Après, vu que Kyrie Irving s'est blessé pendant le match, je pense que lors du match 2, nous devrions avoir le droit à une meilleure utilisation de Schumpert et de J.R. Smith. Seconde raison, selon moi, pourquoi Cleveland a perdu, c'est le fait que LeBron James ait beaucoup forcé les isolations. Il a eu beaucoup de ballons, il a beaucoup isolé, il a beaucoup posté.
Et malgré un pourcentage au tir qui est vraiment très correct, donc autour de 48% sur un 18 sur 38, je sais pas, en fait, vraiment, le jeu pour commencer, de mon côté, était pas du tout digeste à voir, c'était vraiment assez dégueulasse, je vais pas mentir. Voir un mec poster tout le temps ou tout le temps isolé pour aller au panier, ou tirer d'ailleurs, c'est pas forcément ce que je préfère voir. Et en plus, il y a vraiment cette chance-là, c'est que les arbitres sont vraiment très gentils avec lui. Et souvent, à créer le contact au poste, à mettre des petits coups de coude pour passer autour des joueurs, notamment Igodala qui a malheureusement été très malchanceux sur ce match parce que les arbitres l'ont pas beaucoup aidé, alors que lui, il était vraiment sur une défense qui était vraiment excellente selon moi. Et voilà, donc il a beaucoup forcé sur l'isolation et je pense que ça n'a vraiment pas du tout aidé. Ensuite, je sais pas, sa sélection de shoot aussi me paraissait très douteuse parce que il a beaucoup pris de tirs extérieurs, notamment des tirs à 3 points, alors que sur les playoffs, il est à 18% d'efficacité à 3 points de réussite au tir. C'est nul. Enfin, je dis c'est nul, c'est insuffisant. Donc autant se concentrer sur les forces qui sont les siennes, aller marquer près du panier, d'ailleurs qu'il est très bon que ce soit avec ou sans contact, au lieu de vraiment s'arrêter sur les tirs extérieurs. Parce que d'autant qu'il a mis quand même pas mal de tirs à mi-distance, ça je peux lui reconnaître, mais autant que les tirs à 3 points, c'est vraiment pas sa tasse de thé en ce moment, donc mieux vaut en shooter moins, comme à l'époque à Miami où justement où il avait travaillé dessus avec Ray Allen. Ah, un petit mail, excusez-moi. À l'époque, quand il était encore à Miami où Ray Allen avait bossé avec lui, où il ne prenait plus aucun tir à 3 points pendant les matchs, jusqu'à, je sais plus, pendant peut-être 3 quarts d'une saison, il a vraiment pris très peu de tirs à 3 points, alors vraiment de s'y remettre réellement en match, et se concentrer sur les forces qui sont les siennes. Il est très bon à l'intérieur. Il a une très bonne qualité de finition, donc autant qu'il aille finir. Après, hein, je suis pas dans sa tête, je pense que s'il a pris ses tirs, c'est qu'il y avait une bonne raison, donc voilà. Hein. Mais voilà. D'ailleurs, sur ces tirs, j'y repense d'un coup, sur ces tirs, il y a vraiment eu beaucoup de tirs qui ont fini court, qui ont fini sur l'avant de l'anneau. Donc on pourrait se demander aussi si les 7 jours de décalage entre le match 4 des finales de conférence et le premier match, pardon, excusez-moi, le premier match des finales NBA ne l'a pas, on va dire, un petit peu mis hors de son rythme, encore plus qu'avant, et chaque fois ce rythme ne va pas revenir au fur et à mesure de la série, ce qui serait quand même une bonne nouvelle pour Cleveland, qu'on aura fortement besoin. Et d'ailleurs, de manière globale, le jeu de Cleveland s'est beaucoup basé sur une multiplication des isolations pour les joueurs, donc que ce soit LeBron James, que ce soit J.R. Smith, ou que ce soit Kyrie Irving, dans le désordre malheureusement, excusez-moi, on recommence. Et d'ailleurs, de manière générale, le jeu de Cleveland s'est beaucoup basé sur un système vraiment d'isolation. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des joueurs qui ont fait que jouer en isolation, que ce soit LeBron James, Kyrie Irving ou J.R. Smith. Ces trois-là ont vraiment beaucoup joué sur des isolations. Et c'est vraiment, selon moi, un système qui, du moins en finale NBA, n'est pas forcément le meilleur à adapter. C'est vrai, quand vous avez un joueur comme LeBron James, c'est vrai que vous vous dites, allez, vas-y, on isole, on isole, on isole. On fait qu'il marque le maximum de paniers parce qu'en face, on a un avantage. Et voilà, enfin, sans être méchant, je sais qu'il ne faut pas forcément penser à eux en premier, mais voilà, pour les fans, c'est pas forcément le meilleur style de jeu à adopter. Je sais que voilà, il faut quand même pas pratiquer un basket qui gagne, et donc chaque fois il faut gagner sur des isolations, il faut gagner avec. Mais voilà, disons que ça n'avait pas déjà beaucoup marché à l'époque quand LeBron James était entouré de Zydrunas Ilgauskas, Drew Gooden et Daniel Gibson en 2007, bon, pas en 2017, c'est pas encore passé, en 2007, face à San Antonio, d'ailleurs ce qui a valu de se faire sweeper en finale. Et donc voilà, les seules fois où Cleveland a essayé de mettre un peu de mouvement dans le ballon, il y avait des renversements de ballon qui étaient intéressants, il y a eu quelques positions ouvertes, et des fois il y a eu des renversements de ballon qui ont mené à des isolations. Et donc selon moi en fait là-dessus c'est pas possible, surtout face à une défense comme Golden State c'est pas possible. Parce que, entendons-nous bien, ils ont quand même André Godala, Harrison Barnes, dans une certaine mesure ils ont aussi Draymond Green et Klay Thompson qui peuvent défendre sur LeBron James, donc ils peuvent être 4 à l'user. Alors que lui, LeBron, je crois qu'en face, il est un petit peu tout seul. Il n'a pas LeBron James 2, LeBron James 3 sur le banc, excusez-moi avec mon accent, sur le banc pour pouvoir justement le remplacer. C'est vraiment là-dessus où Golden State devra forcer un peu plus pour l'épuiser au maximum. La quatrième raison, selon moi, c'est un jeu qui a été très brouillon en overtime. C'est-à-dire en prolongation, le jeu a été vraiment très brouillon. Cleveland ne marque que 2 points dans cette prolongation. Et il les marque à 5 secondes de la fin sur un panier de LeBron James tout seul, où Stephen Curry s'écarte pour laisser marquer parce que justement c'est la fin du match, ils ont 10 points d'avance, de manière après à pouvoir garder le ballon jusqu'au bout pour pouvoir gagner le match. Et justement, c'est là où on a vu que Cleveland atteignait ses limites. C'est là où on a vu que l'effectif de Cleveland justement était, on voyait que les 5 joueurs étaient fatigués, qu'il y avait moins d'efforts encore qu'avant, et alors que Golden State en face faisait démarrer Festus Ezeli et André Godala en overtime, ce qui montre aussi que le banc de Golden State est vraiment plus performant et plus capable de jouer dans ces finales que le banc de Cleveland.
Et donc ça c'est vraiment à corriger. Enfin, l'équipe de Cleveland ne peut pas se permettre de tels errements à ce moment-là. Ils ont fait l'effort, ils ont réussi à aller jusqu'en prolongation, il faut que derrière qu'ils finissent. Je sais que c'est dur, LeBron James l'a déjà montré, il a même fini par terre 2 matchs avant dans la victoire qu'il a donnée à son équipe, encore une fois en prolongation. Donc là, il faut réitérer la performance. Hein. Il faut dire qu'on est à 4 victoires. On est à 4 victoires d'un titre NBA. Voilà, hein. Je sais que c'est compliqué, là, ça fait déjà quasiment une centaine de matchs qu'ils jouent dans l'année. Mais il faut aller au bout. Ils sont payés pour ça, c'est leur boulot. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout du match. Surtout si David Blatt n'a pas de quoi faire rentrer des joueurs pendant le match de manière régulière, de manière consistante. Il faut faire avec, hein. Il faut essayer. Et après, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben, tant pis. Il y a des ajustements qui se feront entre les 2 matchs, qui feront que sûrement au prochain match, ben, soit la rotation sera un petit peu plus large et permettra d'aller gagner, soit d'autres solutions seront explorées en attaque ou en défense et permettront tout aussi bien d'aller à la victoire. Et enfin, selon moi, la plus grande raison de cette défaite de Cleveland se trouve vraiment du côté défensif. Cleveland a permis à Golden State d'avoir beaucoup trop de paniers faciles, que ce soit sur des erreurs de rotation défensive, que ce soit sur des replis défensifs, excusez-moi, des replis défensifs vraiment trop lents, des aides défensives absentes, notamment LeBron James que j'ai vu 2 ou 3 fois ne pas venir aider en défense. Bon, peut-être que c'est la consigne de Coach Blatt, ça je sais pas. Mais voilà, vraiment cette défense doit être plus présente. Sincèrement, on a eu des moments, notamment où Golden State avait récupéré ce fameux momentum, où Cleveland n'a pas réussi à inverser la vapeur. Cleveland s'est laissé avoir, a continué les erreurs défensives, et c'est à ces moments-là que le Golden State a réussi à reprendre un petit peu d'avance. Donc voilà, la défense doit vraiment être plus présente dans le match 2, s'ils veulent vraiment avoir l'espoir de pouvoir aller gagner ces finales. Parce que d'autant que du côté offensif, bon, s'ils continuent à jouer sur des isolations, ça pourra toujours passer. Si LeBron James marque encore plus de points et prend encore plus de tirs, ça peut peut-être passer, hein, qui sait. Mais en tout cas, du côté défensif, ça ne pourra pas passer. On a besoin des 5 joueurs en défense, et si chaque fois certains joueurs errent en défense ou ne font rien ou font des erreurs, là-dessus ça passera pas. Malgré tout, ce match n'est pas du tout acheté du côté de Cleveland, et sur certains points, nous allons donc nous... Merde. Malgré tout, du côté de Cleveland, ce match n'est pas totalement acheté. Tout d'abord, selon moi, l'effort de Kyrie Irving pendant ce match était vraiment exemplaire. Ce joueur, Kyrie Irving, est blessé depuis, ça fait 1 à 2 semaines au genou, justement qu'il a une tendinite au genou. Et malgré tout, il s'est démené pendant ces 7 jours de repos à se préparer pour le match, il était présent et a vraiment livré une prestation exemplaire. Bon, c'est vrai qu'il a aussi beaucoup abusé des isolations, mais bon, ça c'est le jeu qui voulait ça. Mais voilà, l'effort de Kyrie Irving était exemplaire. En défense, il était présent, il a quand même réussi à être pas trop mal sur Stephen Curry à certains moments, avec notamment 2 contre, 1 en premier carton. Et son second contre, en toute fin de match sur Stephen Curry, après s'être fait mettre dans le vent, il est revenu par derrière et est venu contrer Stephen Curry pour empêcher un panier facile qui aurait pu faire basculer le match du côté de Golden State. Malgré que, je pense, et c'est même plus je pense à ce niveau-là, c'est j'en suis sûr, que sur ce contre, il y a une faute. Le cuir est touché, il n'y a pas de souci, le ballon est touché, mais malheureusement, nous voyons aussi bien sur la planche, bah, nous voyons la belle main de Kyrie Irving sur la belle main de Stephen Curry. Donc voilà, mais bon. Sincèrement, je pense pas qu'en plus cette faute aurait pu être sifflée parce que le contre est vraiment très propre. L'effort est fait, donc voilà. Le fait qu'elle soit pas sifflée, ça ne me dérange pas. Donc Kyrie Irving a réussi son game, il n'y a pas de souci, il a réussi son match. Et je pense que Tristan Thompson, purée, il est un peu dur le prénom du Canadien. Tristan Thompson, justement, a aussi fait un très bon match. Même si côté offensif, il n'a pas beaucoup pesé, il a vraiment beaucoup pesé en dessous des paniers, que ce soit en défense ou au rebond. Il a permis de prendre beaucoup de rebonds, ou même d'aider à en prendre beaucoup. Et sa présence en dessous du panier est vraiment primordiale pour Cleveland pour avoir une présence défensive à côté de Mozgov pour pouvoir défendre. Donc sur ce point-là, il faut vraiment que Tristan Thompson continue. Et si en plus il pourrait se permettre de mettre une dizaine de points, je pense que ça pourrait vraiment être tout bénéfique pour Cleveland. Et enfin, soyons honnêtes quand même, LeBron James a vraiment été décisif dans ce 4ème quart-temps où Cleveland a pu revenir avec le petit écart qu'il avait, revenir dans le match et rester en vie pour aller chercher une prolongation. LeBron James a été il a été décisif dans ce match. Il a vraiment, comment dire, il a pris beaucoup de tirs, il n'y a pas de souci, mais il a quand même un bon pourcentage. Et en plus, dans le dernier quart-temps, il a vraiment mis beaucoup de tirs. Que ce soit à mi-distance ou près du panier, il a permis à Cleveland de rester en vie, d'aller chercher la prolongation. Là-dessus, on aurait vraiment dit le vintage LeBron de 2007, à l'époque où il avait
envoyé l'équipe des vétérans des Detroit Pistons à la maison, non pas à la maison parce qu'ils étaient déjà à Détroit. Il les avait envoyés en vacances après avoir marqué 25 points consécutifs, rendez-vous compte. Il a marqué 25 points de suite sans que personne d'autre dans son équipe ne marque un point pour éliminer les Détroit. Là, on a vraiment retrouvé ce LeBron là ce soir, qui a pris les choses en main et qui a été, disons, le sauveur de cette équipe jusqu'à la malheureuse prolongation. Donc, toutes ces remarques précédentes vont nous amener à la dernière partie de la vidéo, consacrée aux ajustements possibles entre les deux matchs. Du côté Golden State, j'ai retenu 3 points importants. Tout d'abord, Golden State devra mieux gérer sa rencontre, c'est-à-dire dès qu'il prend l'avantage sur Cleveland, essayer vraiment d'aller tuer la rencontre, enfin du moins pas la tuer, mais au moins prendre un avantage au lieu de continuer à jouer vite, à forcer le jeu. Notamment Leandro Barbosa qui a quand même pris Leandro Barbosa et comment il s'appelle, Mary Spates qui a pris quand même pas mal de tirs alors que normalement il aurait fallu calmer et essayer de capitaliser l'avantage qu'ils avaient. Ensuite, je milite aussi pour que Andre Iguodala ait encore plus de temps de jeu que ce soir. Il a vraiment livré une performance défensive exemplaire en étant en plus présent du côté de l'attaque, avec des tirs à 3 points décisifs, avec même tout simplement, il a marqué des paniers décisifs dans ce match. Que ce soit pour lancer Golden State au début ou que ce soit en quatrième quart-temps pour pouvoir simplement laisser Golden State à une distance de Cleveland. Donc je milite pour que Andre Iguodala ait encore plus de temps de jeu. Ce ne serait que moi, il serait dans le 5 de départ. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit avant, mais en tout cas, je le répète. Selon moi, il serait dans le 5 de départ, malgré qu'Harrison Barnes Harrison Barnes soit excellent, il n'y a pas de souci, j'adore aussi ce joueur. Mais voilà, du côté expérience et du côté simplement jeu, je mettrais Iguodala dans le 5 et je donnerais quand même une bonne 25-30 minutes à Harrison Barnes. Donc, limite, j'inverserais les temps de jeu, voilà, tout simplement. Et en même temps que je dis ça, sincèrement, j'hésite beaucoup parce que, vu l'apport d'Harrison Barnes aussi dans ce match 1, que j'ai pas beaucoup souligné, mais qui est, même sans être très statistique, a été aussi très bon, bah sincèrement, ça ferait laisser pantois un coach. Je me demande comment Steve Kerr arrive à... Enfin, je pense que ce choix, il l'a fait depuis longtemps et il le garde, mais voilà, sincèrement, laisser Iguodala démarrer du banc, même en lui laissant 30 minutes, selon moi, c'est c'est vraiment un gros effort qu'il fait. Hein. C'est un énorme effort qu'il fait. Après... Je pense que lui était conscient qu'il pouvait gagner le titre avec Golden State et donc a choisi ce rôle sans trop broncher. Et enfin, une petite idée que j'ai eue pendant ce match, à force de me gaver des isolations de Cleveland, je pense qu'il pourrait être vraiment une idée judicieuse, même si je pense qu'elle ne se fera pas, pour Steve Kerr de passer en zone 2-3 de temps en temps. Oui, oui, j'ai bien dit en zone, moi qui, même si vous ne le savez pas forcément, qui déteste la zone. Je déteste la défense de zone, ça, il n'y a pas moyen, sincèrement. J'ai beau pas être un bon défenseur, la zone, ça me les brise, ça me les brise, mais à un point, surtout qu'à notre niveau, elle est utilisée n'importe comment. Mais sur ce point-là, mettre une défense de zone par séquence, je pense que ça pourrait être pas mal. Déjà que le jeu n'est pas très en mouvement, alors si la zone en plus permet encore plus ralentir le jeu et d'empêcher Cleveland de jouer, moi je dis pourquoi pas, même si en NBA ils sont pas très friands de zone, je pense que ça pourrait être une bonne idée de défense à faire par séquence, par 2-3 actions, pour pas être de déstabiliser Cleveland, mais peut-être de enfin les faire jouer un petit peu plus en renversement. Après, Steve Kerr verra cela, je pense, avec ses très bons assistants, notamment Elvin Gentry. Ensuite, du côté du Cleveland, je pense vraiment que en premier lieu, il faut que les role players, c'est-à-dire J.R. Smith, Tristan Thompson, Iman Shumpert, Matthew Dellavedova, qui aura beaucoup plus de temps de jeu après la blessure de Kyrie Irving, Timofey Mozgov, encore un peu plus. Il faut que tous ces joueurs élèvent leur niveau de jeu. Il faut vraiment qu'ils apportent un support à LeBron qui doit être encore plus accentué si le Cleveland veut réussir à gagner. Si chaque fois ces joueurs n'arrivent pas à élever leur niveau de jeu, je pense que ce sera très difficile pour Cleveland d'aller gagner. Pourquoi? Parce qu'en face, la machine de guerre, elle est tellement bien ficelée. Comme vous avez vu, 10 joueurs qui ont joué en finale NBA sur un match serré. 10 joueurs. C'est vraiment montré que le banc de Steve Kerr, il est performant. Il n'y a pas de souci. Et dans les joueurs qui n'ont pas joué, il y a David Lee, qui fut All-Star NBA il y a encore quelques années. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait même un 11e joueur potentiel qui pourrait jouer du côté de Golden State. Pas du côté de Cleveland ou les qui joue. Perkins, Brandon Haywood, Mike Miller, Shawn Marion, oui, effectivement. Il faudrait peut-être qu'il joue un petit peu, parce que Shawn Marion, je pense qu'il pourrait apporter quelque chose dans ce duel face à Golden State. Mais un Brendan Haywood, par exemple, ou un Mike Miller, je doute un petit peu des capacités qu'il pourrait avoir de... Par exemple, Miller de suivre en défense un Curry ou un Thompson, et Brendan Haywood d'apporter en défense face à un... face à un Bogut ou même un Draymond Green. Hein. Draymond Green s'amuserait face à un Brendan Haywood, je pense. Malgré la différence de taille. Ensuite, tout simplement, la défense doit être plus forte, moins d'oubli, des meilleures rotations. C'est ce qui suffira à Cleveland pour au moins retrouver un niveau défensif qui est le sien pendant les playoffs. Parce qu'il faut quand même rappeler que Cleveland, c'est la meilleure défense des playoffs. Ensuite, plus de mouvement de ballon, moins d'isolation. S'il vous plaît, qu'on puisse au moins garder un beau match. Les isolations, c'est comme du hack à chaque, c'est dégueulasse.
Les isolations, c'est pas très digeste au niveau des fans, mais bon. Faites ce que vous voulez, les gars. Hein. Je préfère que je... Bon, après, c'est vrai que les isolations, s'il y a une petite cheville brisée ou un mec mis sur des rollers qui fait que c'est un peu spectaculaire, bon, ok, pourquoi pas, mais bon, à part ça, pour nous, c'est un petit peu boring. Mais bon, tant que vous gagnez, les gars, hein, c'est le but. Hein. Après, les fans, c'est un peu le secondaire. Hein. Voilà, c'était la première vidéo de Statman & Co. Ouais. Donc voilà, première vidéo d'un projet qui j'espère sera long, qui j'espère sera peut-être suivi, mais qui au moins sera toujours fait avec passion, avec le temps que j'aurai, et donc de manière totalement irrégulière. Si cette première vidéo vous a plu, ou si vous voulez supporter le projet, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ici, ou pas, on verra si au montage j'y arrive. Vous pouvez aller aimer la page Facebook, ici, j'espère que ça marchera aussi au montage. Enfin, suivre ma chaîne Twitter, ici. Vous l'avez vu, je ne vois plus rien, ici. J'espère que ça marchera au montage, sinon j'aurai l'air d'un con. J'attends vos premiers retours, dès que vous voulez, vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez sur cette vidéo, si vous êtes d'accord avec mon avis, si vous avez d'autres idées par rapport à cette série, ou si vous voulez plus soit dire du bien sur le, ou du mal d'ailleurs, sur le fond, s'il y a des trucs qui vous ont plu, s'il y a des trucs qui pourraient être améliorés. Donc déjà, non, pour l'instant la caméra ne sera pas améliorée parce que pour l'instant j'ai pas d'autres moyens pour faire, que ce soit pour la caméra ou pour le micro. Non, pour l'instant, mon barbier est en prison, donc non, vous n'aurez pas le droit à une barbe dégagée. Et pour l'instant, pareil, au niveau de la lumière, je ne peux pas y faire grand chose. Donc, sur ces points-là, pour l'instant, toutes les vidéos à l'intérieur, ce sera un peu comme ça. Hein. Mais après, hein, qui sait, peut-être que j'aurai un peu plus de moyens pour pouvoir... Enfin, du moins, les moyens, je les ai, mais bon, peut-être que j'aurai surtout les moyens... Enfin, le retour, vos retours qui me feront que j'aurai envie de mettre les moyens pour pouvoir continuer ce projet et évoluer sur une plateforme donc qui sera un peu plus qualitative avec une vraie caméra, voire même peut-être avec un vrai micro, parce que là, un micro et une caméra de smartphone, bah, on fait pas des miracles avec. Hein. Et je rappelle toujours, une fois de plus, un super stand en plastique sorti d'une boîte d'un produit que vous verrez bientôt, un produit chinois. On fait pas des miracles, hein. On fait pas des miracles, mais je pense qu'au moins c'est correct. J'espère que cette vidéo au moins vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis fait plaisir à la faire. J'ai regardé un match qui était quand même vraiment bon, malgré des isolations qui m'ont énervé. Les prochaines vidéos sont déjà en préparation, même depuis avant que j'ai commencé à créer la chaîne. Donc elle devrait arriver d'ici la semaine prochaine. Il devrait y avoir une courte vidéo, je pense, qui devrait arriver entre les deux. J'ai bien dit je pense, donc ça tout dépendra de si j'ai le temps de la faire ou pas. Et pour le reste, bah, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours, j'attends vos j'aime ou vos j'aime pas, vos pouces bleus dans l'autre sens, parce qu'il n'y a plus de pouces rouges et de pouces verts. J'attends vos commentaires, donc soyez objectifs, hein, dites-moi tout ce qui va pas. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne année, une bonne santé, bon anniversaire, on s'amuse, ouais. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut!